Ok, super. Merci, merci Evan de me donner la parole. C'est bien 10 minutes ma prise mon retour, hein, c'est ça. Ok, pour pas que je me trompe. Donc bonjour, bonjour à toutes et tous. Donc je m'appelle Tom Chevalier, je suis chercheur, je travaille sur la jeunesse et notamment à la jeunesse en Europe. Donc c'était super intéressant. Donc j'ai écouté tout ce qui a été dit un petit peu et je vais essayer du coup de reprendre, enfin d'appuyer sur certains éléments en essayant de donner un petit peu de matière qu'on a en sciences politiques ou en sociologie sur la jeunesse pour vous fournir aussi un petit cadre qui pourrait peut-être vous intéresser. Donc voilà, donc je vais insister sur 3 points très rapidement, puisque du coup, je pars sur 10 minutes. Je vais faire un petit point d'abord sur ce qu'on entend quand on parle de participation politique, pour essayer peut-être de clarifier aussi sur cet enjeu-là. Qu'est-ce que c'est que la participation politique? Deuxième point, peut-être sur qu'est-ce qu'on entend par jeunesse, parce que vous allez voir qu'en fait, quand on parle de jeunesse, c'est un peu, on peut parler d'âge de la vie, on peut parler de génération, on peut parler de choses différentes. Donc, je vais peut-être aussi parler de ça. Et un dernier point sur qu'est-ce qu'on peut faire pour promouvoir la participation politique des jeunes, ce qui est un peu l'enjeu du coup d'aujourd'hui. Donc, essayer de faire un petit point de ce qui peut être fait sur le sujet. Alors, premier point très rapidement sur la participation politique. En sciences politiques, on distingue 2 types de participation. On distingue la participation non institutionnelle et la participation institutionnelle. La participation institutionnelle, c'est celle qui est en rapport avec les institutions. Donc, c'est assez classique. C'est tout ce qu'on entend pas classiquement par la participation politique. C'est par exemple aller voter. C'est s'engager dans un parti politique, s'engager dans un syndicat. Voilà, des trucs très très classiques et on appelle ça la participation institutionnelle. Et de l'autre côté, donc vous voyez que c'est très très lié aux politiques. Hein. C'est des trucs très classiques liés à la démocratie, le vote, les partis. Voilà. Et on a ce qu'on appelle la participation non institutionnelle, c'est-à-dire une participation qui est un peu à la marge, qui n'est pas directement en lien avec les canaux traditionnels de la démocratie, mais pour autant qui est politique. Donc on peut parler, et ça a été mentionné à plusieurs reprises dans vos prises de parole, c'est faire des pétitions, signer des pétitions, c'est aller manifester dans la rue, on peut même aller jusqu'à, par exemple, le boycott. On peut aussi, par rapport, alors c'est l'inverse du boycott, c'est le boycott. Ça veut dire ce que vous achetez, buy, eh ben, c'est directement politique. Vous allez acheter du bio, par exemple, ou autre chose. Voilà, donc tout ce qui est un peu au quotidien, pas forcément en lien avec la démocratie classique, représentative, etc., mais qui pour autant a une signification politique pour les individus. Et c'est ce qu'on appelle la participation non institutionnelle. Voilà. Premier point sur l'enjeu de participation. Je vais y revenir un peu après. Ensuite, sur la notion de jeunesse. Quand on parle de jeunesse, on parle de 2 choses différentes. On parle soit de jeunesse, c'est-à-dire les individus dans leur cycle de vie, c'est-à-dire liés à votre âge. Voilà. Vous êtes entre l'âge de l'enfance et l'âge adulte, en gros. Et c'est l'âge de la jeunesse. Et donc, tous les individus sont jeunes à un moment de leur vie, et tous les individus cessent d'être jeunes à un moment de leur vie. Voilà. Et souvent, quand on parle d'entrer dans l'âge adulte, on parle d'accès à l'emploi, mise en couple, naissance du premier enfant, ce genre de trucs classiques. Mais tant que toutes ces transitions ne sont pas passées, et pour autant que vous n'êtes plus dans le secondaire, eh ben, on a cet âge de la vie un peu entre deux, entre l'enfance et l'âge adulte, qui est la jeunesse. Et donc ça, c'est la première signification de la jeunesse. Mais ce n'est pas lié à la génération. La génération, l'enjeu de la génération, ce n'est pas l'enjeu de l'âge, c'est l'enjeu de l'année où vous êtes né. Et donc en gros, quand vous parlez de jeunesse, c'est-à-dire de votre âge, vous parlez à vos parents, eh ben, ils ont peut-être été exactement comme vous à votre âge. Là, vous parlez de jeunesse. Peut-être qu'à 20 ans, ils étaient identiques à vous quand vous avez 20 ans, parce que c'est un enjeu de jeunesse. En revanche, si vous parlez de génération, eux à 20 ans, vos parents, eh ben, peut-être qu'ils ont été complètement différents de vous s'il y a une différence de génération. Voilà, c'est 2 choses complètement différentes. Vous voyez, la génération, c'est lié à quand vous êtes né, alors que la jeunesse en tant qu'âge de la vie, c'est quel âge vous avez. Voilà, et c'est 2 choses différentes. Et pourquoi j'en parle pour la participation, c'est que ça a un effet sur la participation. Quand vous parlez de cycle de vie, donc en gros votre âge, eh ben, on sait que les jeunes, par exemple, participent moins. Pourquoi ils participent moins? Parce que, comme je vous ai dit, vous n'êtes pas encore complètement un adulte, c'est-à-dire vous bougez, vous n'avez pas forcément un logement fixe. Et donc, vous êtes peut-être, par exemple, en termes de participation électorale pour le vote, eh ben, vous êtes peut-être ce qu'on appelle mal inscrit. Ça veut dire que vous êtes inscrit encore chez vos parents, mais vous ne vivez plus trop chez vos parents. Vous êtes, par exemple, en études dans une autre ville. Et donc, quand viennent les élections, vous ne pouvez pas voter dans la ville où vous faites vos études parce que vous êtes inscrit sur les listes électorales de chez vos parents.
Voilà. Et donc, vous êtes dans cette situation d'entre-deux qui fait que, par définition, souvent en jeunesse, on participe un peu moins parce que c'est une situation un peu d'entre-deux. On est entre plusieurs villes, on est entre différents emplois, on est entre plein de choses qui fait qu'on participe moins. Quand on commence à s'installer, vous êtes dans votre logement, dans une ville, vous travaillez, vous commencez à avoir vos enfants, vous êtes posé, et ben, du coup, ça incite à participer davantage. Voilà. Et donc ça, on le sait, on appelle ça la période de moratoire politique. C'est un peu, vous expérimentez politiquement comme vous expérimentez dans la vie, et ça passe. Au moment où vous devenez plus un adulte, où vous accédez au statut d'adulte, et ben, vous participez davantage. Quand on parle de génération, et ben là, il y a une distinction entre participation non institutionnelle et participation institutionnelle. En gros, les nouvelles générations ont une conception différente de la citoyenneté. Les anciennes générations, par exemple, si le jeu du début, là où tout le monde a dit ces mots, ce qui est ressorti, c'est l'engagement. C'est assez intéressant parce que je suis sûr que si vous aviez fait le même exercice avec vos parents, ce qui serait ressorti, ce ne serait pas l'engagement, ce serait le vote. Parce que les anciennes générations étaient structurées sur la citoyenneté autour du vote, c'est-à-dire la participation institutionnelle. Les nouvelles générations, elles sont beaucoup plus tournées vers la citoyenneté d'engagement, celle qui vient du bas, c'est-à-dire la citoyenneté non institutionnelle. Et ça, on le voit assez classiquement dans tous les pays. Les nouvelles générations, elles participent beaucoup plus dans les canaux non institutionnels. Elles participent moins dans les canaux institutionnels, mais du coup, ce qui ne veut pas dire qu'elles sont moins politisées. C'est juste qu'elles activent leur citoyenneté dans d'autres canaux, via d'autres chemins, si vous voulez. Voilà, et donc ça, c'est aussi très important d'avoir ça en tête. Et c'est revenu assez souvent dans vos prises de parole. Vous parlez beaucoup de, en réalité, participation non institutionnelle. Et enfin, dernier point sur la jeunesse, il ne faut pas oublier que quand on parle des jeunes en général, la jeunesse, elle est traversée par de nombreuses inégalités, comme la société en général. Et ces inégalités, elles ont des effets sur votre participation. Donc, c'est des égalités en termes de genre. Donc, on sait que les femmes participent moins par rapport aux jeunes, par rapport aux hommes en général. Donc, la différence entre les deux disparaît progressivement parce que les nouvelles générations ont des différences entre les genres moins fortes que les anciennes générations. Donc, ce qu'on appelle le gender gap, il se réduit, mais il est toujours là. Les femmes participent un peu moins que les hommes. On a les enjeux de race, donc les personnes racisées participent un peu moins que les personnes non racisées. Il y a des enjeux donc de violence symbolique, de difficultés symboliques. Ça a été souligné aussi dans les prises de parole quand on est une personne racisée pour prendre la parole parfois. On retrouve ça aussi avec les inégalités liées à la classe et donc à la classe sociale, au métier que vous faites et au niveau de revenus. On a parlé à un moment donné, donc je ne sais plus si c'est dans mon groupe de travail où j'étais ou en plénière, mais c'est l'enjeu que, par exemple, si vous n'avez pas un niveau de revenu suffisant, bah, vous êtes concentré effectivement sur satisfaire vos besoins primaires, c'était formulé comme ça, plutôt que participer, évidemment. Alors, plus vous avez un revenu élevé, plus vous allez avoir du temps et un espace aussi dans votre tête disponible pour pouvoir avoir envie de participer. Et enfin, le niveau d'éducation. Le niveau d'éducation a un effet sur la participation. Plus vous allez avoir un niveau d'éducation élevé, plus vous allez participer parce que vous allez vous sentir aussi plus légitime. Alors que quelqu'un qui a un niveau d'éducation moindre, ce n'est pas forcément qu'il a moins de choses à dire, mais il va éventuellement se sentir moins légitime à prendre la parole. Voilà. Donc ça, c'est toutes les choses aussi à avoir en tête quand on parle de la jeunesse. Elle est traversée de plein d'inégalités différentes qu'il faut avoir en tête quand on veut promouvoir la participation. Et donc enfin, dernier point sur comment promouvoir donc, la participation. Premier élément, c'est agir directement sur ce que je viens de dire, les inégalités. Et agir sur les inégalités, c'est notamment, par exemple, pouvoir accéder à tout ce qui est protection sociale et aide, action de l'État qui va réduire les inégalités. Et là, ce qu'on voit en France, c'est qu'on a une familialisation de l'aide publique en France. C'est-à-dire, en gros, les jeunes, si vous voulez, en France, ils sont vus comme des enfants. Donc, eh ben, par exemple, si vous êtes un étudiant, votre bourse, elle dépend du revenu de vos parents. Elle ne dépend pas de vos revenus à vous. Parce que on estime que c'est toujours à vos parents de prendre en charge en fait, leur enfant. Tout comme pour le RSA, donc l'accès au revenu minimum, il y a une limite d'âge à 25 ans. Voilà, c'est plein de choses qui sont un peu bizarres en fait, parce qu'on pourrait se dire à partir de 18 ans, on est un adulte, on est un citoyen comme un autre. Donc pourquoi cette limite d'âge à 25 ans pour le RSA? Pourquoi des bourses qui dépendent du revenu de mes parents alors que j'habite plus chez mes parents?
Voilà, c'est parce qu'en France, on considère les jeunes plutôt comme des enfants. Mais dans d'autres pays, ce n'est pas le cas. Les jeunes sont vus comme des adultes, donc, par exemple dans les pays nordiques. Et donc, dans les pays nordiques, vous pouvez accéder dès 18 ans à toutes les prestations sociales comme un adulte. Voilà. Et donc ça, et pareil pour les bourses pour les étudiants. Les bourses, c'est des bourses universelles. Tous les étudiants peuvent en bénéficier puisque ça ne dépend pas du revenu des parents. Et donc ça a un effet direct sur les inégalités entre les jeunes et ça accroît la participation. Ça accroît la participation parce que vous avez des revenus. Donc comme je disais tout à l'heure, avoir des revenus, ça vous permet aussi de vous investir davantage dans la société. Mais c'est aussi parce que symboliquement, l'État reconnaît le statut d'adulte des jeunes. Et donc, en reconnaissant le statut d'adulte des jeunes, on reconnaît le statut de citoyen. Et donc, forcément, quand l'État reconnaît le statut de citoyen, on a plus confiance en l'État en retour. Et donc, on va avoir plus confiance en l'État et on va plus participer. Si l'État nous considère comme un enfant, on n'est pas incité à participer, puisque pour participer, il faut être un citoyen. Et pour être un citoyen, il faut être un adulte. Voilà. Donc, si vous êtes considéré comme un enfant, vous n'êtes pas incité à participer. Voilà. Donc, il y a cet enjeu-là. Ensuite, il y a l'enjeu du type de démocratie. Ça a été mentionné aussi. Alors, j'en suis déjà à 10 minutes, donc je finis très rapidement. Il faut donner l'envie aux individus de participer. Or, ça a été mentionné dans mon groupe de travail, je crois, quand, par exemple, vous n'avez aucun parti politique pour qui vous avez envie de voter. Ça n'incite pas à participer. Et ça, c'est l'enjeu de ce qu'on appelle le scrutin proportionnel et le scrutin majoritaire. Le scrutin majoritaire, c'est ce qu'on a en France, où en gros, on se dit, le pouvoir, ça va être entre deux partis. Et donc ça n'incite pas trop à voter, parce que vous savez que si votre préférence, c'est pour un parti qui n'a aucune chance, vous savez qu'il n'a aucune chance, donc vous n'allez pas trop voter pour lui. Vous savez que ça va se jouer entre les deux premiers partis. C'est ce qu'on appelle le vote utile. Voilà, on va être incité à voter pour les partis qui ont des chances de gagner. Mais dans des pays où c'est au vote proportionnel, c'est-à-dire le pourcentage de votes qu'ils ont, c'est le pourcentage qu'ils ont ensuite pour accéder au pouvoir, ça incite à voter pour le parti que vous aimez. Ça incite à voter pour les petits partis. Parce que vous savez qu'ils auront la place à la hauteur du niveau de vote. En fait. Donc, quand on a un scrutin proportionnel, ça accroît les niveaux de participation parce que les individus, en fait, ils votent vraiment pour les partis pour lesquels ils ont envie de voter. Voilà. Et ensuite, dernier point très rapidement, on a parlé de l'enjeu du référendum. Alors ça, c'est effectivement une des solutions pour raviver un petit peu la participation. Mais il ne faut pas oublier que quand on parle de référendum, on parle de démocratie donc participative, ça reproduit exactement les mêmes inégalités que dans la démocratie classique de vote. En gros, vous allez retrouver les inégalités dont j'ai parlé juste avant, de genre, de race, de classe, de niveau de revenu, d'éducation. Vous allez les retrouver pour la démocratie participative. Ce qu'on ne retrouve pas pour un autre type d'instrument qui n'a pas été mentionné jusqu'à présent, mais qui est très important, c'est le tirage au sort. Si vous faites du tirage au sort, comme par exemple pour la Convention citoyenne pour le climat, un des critères pour faire le tirage au sort, c'est l'âge. Et donc, il y aura autant de jeunes représentés dans l'Assemblée tirée au sort que de jeunes en pourcentage de la population. Et donc, de fait, il y aura en fait plus de jeunes dans une assemblée tirée au sort que dans une assemblée pour laquelle on vote. Où là, par définition, les jeunes votent moins, donc les représentants élus, ils auront tendance à être plus âgés. Voilà. Comme on a par exemple dans l'Assemblée, où l'âge moyen il est à 50 ans, quelque chose comme ça. Alors que l'âge moyen d'une assemblée tirée au sort, elle sera beaucoup plus bas parce qu'il y aura plus de jeunes de fait, parce qu'ils seront obligés de participer quelque part, puisqu'ils auront été tirés au sort. Voilà. Et je m'arrête là, j'ai un peu dépassé, je suis désolé. Merci à tous. Donc, je vais essayer de raconter plutôt rapidement ce que sont les parlements libres des jeunes et pourquoi on les a mis en place et qu'est-ce qu'on essaye de faire pour que la participation soit la plus large possible. Et ça va faire vraiment écho à plein de choses que j'ai entendues dans le petit groupe et puis dans les restitutions tout à l'heure, il me semble en tout cas. Parlement libre des jeunes, c'est un projet qu'on a créé en 2013. C'est quelque chose qui nous vient, en fait, on s'est inspiré de quelque chose qui avait été créé au Québec, qui s'appelait Parlement libre, qui avait été mis en place à un moment où il y avait une loi qui était votée au Québec sur la loi zéro pauvreté. Et en fait, les personnes pauvres disaient, mais nous, on n'est pas dans cette assemblée qui va voter la loi, et pourtant, il y a des choses à dire. Donc, ils ont bossé comme ça pendant des mois, et puis un jour, ils sont installés devant le Parlement, où les élus venaient pour travailler sur la loi, et les interpellaient comme ça en bas des marches du Parlement pour leur dire, maintenant, on a des choses à dire. Donc, si vous voulez écouter, peut-être ça pourra vous aider pour en discuter avec vos collègues élus. Et on s'est dit, ça, c'est un truc qu'on aimerait, nous, pouvoir essayer de mettre en place. Et donc, depuis 2013, on propose à des jeunes de 18 à 30 ans de se retrouver
le temps d'un week-end. Et notre objectif, c'est vraiment de dire comment on va faire pour lutter contre la précarité et les discriminations vécues par les jeunes. En fait, la crise sanitaire le met vraiment en lumière, mais ça fait des années qu'on sait que c'est une population qui est largement touchée par la question de précarité. Et en plus, comme le disait Tom Chevalier tout à l'heure, sur les questions de protection sociale, ils sont souvent mis à l'écart, ou en tout cas, ce n'est pas leurs revenus à eux qui sont pris en compte, mais plutôt les revenus des parents. Donc, si on vient d'une famille pauvre, la précarité, elle perdure, j'ai envie de dire. Donc, on propose de se retrouver pendant deux jours et demi, d'abord, et puis il y a des suites derrière que je raconterai après. Et on a une ambition, c'est de dire, dans ces espaces-là de participation, tout le monde n'y est pas, quoi. Tous les jeunes ne sont pas forcément représentés. Comment on fait pour avoir de la diversité? Comment on fait pour qu'il y ait des filles et des garçons, qu'il y ait des jeunes qui vivent dans des grands ensembles urbains, mais des jeunes de milieu rural qui soient là aussi, des jeunes qui ont suivi des études et d'autres non, ceux qui ont l'habitude de militer ou d'être engagés dans les associations, et puis ceux qui n'ont jamais participé à ces espaces-là, comment on fait pour les faire se retrouver, discuter et faire des propositions ensemble. Et du coup, comment on s'y prend? En fait, ce qu'on dit, c'est qu'il faut laisser du vide. Et c'est ce que j'ai entendu, moi, dans le petit groupe. Je ne sais plus, un des jeunes disait il faudrait qu'on soit interrogé sur les sujets qui nous concernent. Et donc, nous, on n'a pas de sujet prédéfini. En fait, parfois, quand on vous invite dans un espace de participation, on vous dit venez, on va discuter, je ne sais pas, de l'aménagement du quartier ici, de la politique jeunesse. Mais la politique jeunesse, ça veut dire quoi? Et donc, du coup, il n'y a aucun thème qui est prédéfini à l'avance. C'est les jeunes qui vont décider eux-mêmes ce sur quoi ils veulent discuter. Et pour faire ça, en fait, on part de nos vies, on part de nos expériences. Et c'est toute la question de la légitimité qui était posée dans mon petit groupe. C'est en tant que jeune, j'ai la légitimité de dire ce que je vis moi, comment ça se passe en réalité dans mon quotidien. Et si je raconte les rendez-vous, les rendez-vous, plutôt les contrôles, par exemple, on avait un exemple dans un parlement sur les contrôles de police, par exemple, récurrents. Voilà, c'est une expérience vécue et qui vaut parce qu'elle est vécue, qui nous permet du coup d'être légitime pour en parler. Et on se rend compte à travers le Parlement que ça, c'est un moyen aussi de passer du jeu au nous. On va rencontrer d'autres jeunes qui vivent la même situation que nous et en fait, ça nous interroge sur la responsabilité et du coup sur comment la société fonctionne. Ce qu'on essaye de faire aussi, c'est de dire on part des émotions, parce que les émotions, c'est ce qui nous pousse à agir. À un moment, ce n'est pas qu'avec la tête que ça se passe. Il y avait un petit jeu tout à l'heure en disant qu'il faut qu'on utilise le corps, mais c'est aussi quand une situation devient tellement insupportable qu'elle nous met tellement en colère que c'est plus possible de rester les bras ballants et que du coup, on va agir. Et donc, le Parlement, pour s'inspirer des expériences vécues, on demande à chacun de dire c'est quoi mon rêve et ma colère aujourd'hui qui m'animent. C'est ce que disait aussi dans le petit groupe quelqu'un sur la fougue de la jeunesse, quoi. Et il y a un truc de on peut avoir des sentiments très hauts, très forts, et c'est ça qui va nous pousser à nous engager. Autre chose qu'on essaye de faire, c'est d'avoir des outils d'animation un peu ludiques, un peu créatifs. Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'expérience de participer à parfois des conseils d'administration ou à des conseils municipaux de jeunes ou ce genre de choses. Le format est un peu fermé, organisé, et puis du coup, qui s'en sort? Ceux qui ont l'habitude de prendre la parole en public, ceux qui ont l'habitude de manier les mots, alors qu'on peut faire des choses très intelligentes en manipulant des cas plats, en faisant du théâtre forum, en faisant du dessin. Et que ça aussi, ça permet parfois, pas toujours, mais ça permet parfois de casser un certain nombre d'inégalités ou en tout cas de sentiments d'illégitimité chez certains qui n'ont pas l'habitude de prendre la parole de façon traditionnelle dans les discussions. Se pose pour nous la question des réseaux sociaux. On n'est pas personnellement, je suis nul là-dessus et dans l'association, on n'est pas hyper fort là-dessus, mais c'est aussi un des outils peut-être qu'on pourrait nous plus appuyer un moyen pour plus de participation. On manie aussi l'imaginaire et la poésie, d'essayer d'avoir du beau, d'essayer d'utiliser d'autres mots qui sont utilisés habituellement. Dans mon petit groupe, quelqu'un disait
parfois, ne sont pas légitimes aussi parce qu'on ne comprend rien à ce qu'ils disent avec leur langage de technocrate. Et ça nous pousse pas à y aller, quoi. Et du coup, renverser un peu, utiliser le langage de tous les jours, utiliser les images, utiliser la métaphore, se prendre à rêver, et ben ça aussi un moyen de faciliter. J'ai vu ton petit mot, Lisa, ouais. Après, on se dit aussi qu'il y a quand même quelques conditions pour franchir le cap. C'était dans mon petit groupe, on disait peut-être qu'il y a des gens qui vont participer. En fait, qu'est-ce qui fait qu'on n'y est pas allé, quoi? On n'a pas eu l'occasion, on avait peur. Moi, il me semble on n'a pas de recette miracle, mais le fait d'y aller avec des amis, d'y aller en groupe, c'est plus facile. Nous, les parlements, ça passe aussi par des groupes déjà constitués, enfin, un peu comme ici, mais ça peut être des jeunes qui fréquentent une MJC et qui y vont, de centres sociaux. Ça peut être aussi des inscriptions individuelles. Mais ça peut marcher aussi. Et puis, un truc qui est important pour moi, ça a été un peu discuté, mais on est là sur un week-end et c'est aussi un temps où on se rencontre, on fait des rencontres, on fait des connaissances. Et à cet âge-là de la vie, il me semble que c'est hyper important. En plus, là, dans la période actuelle où, par exemple, c'est vraiment nommé que ça manque de se confronter à de nouvelles personnes, de découvrir de nouvelles personnes. Donc, il y a toujours du temps off. Et comme c'est sur le temps d'un week-end, il y a toujours le temps de la fête. Et qu'il faut que la participation, ce soit un plaisir aussi. Il faut qu'il y ait du plaisir, il faut qu'il y ait de l'envie. On a souvent entendu, je ne sais pas si on peut dire que toutes les anciennes générations ont fonctionné comme ça quand on parlait tout à l'heure de génération, mais il y a aussi de la militance triste et qui épuise, quoi. Hein. On ne sait plus très bien pourquoi on y va, quoi. Alors que se retrouver avec des copains, des copines, ben, ça donne aussi envie de participer, de s'engager politiquement. Voilà, peut-être sur l'après, parce que du coup, sur le temps d'un week-end, on a le temps de dire c'est quoi les situations que je vis, qu'est-ce qui se passe. On va analyser un peu le contexte et se dire il y a des choses à changer, il y a des propositions de loi à changer, il y a des décideurs à rencontrer pour que la situation change. Mais ça ne se fait pas sur le temps d'un week-end ne suffit pas. Et donc, il y a des suites. Vraiment, on a envie d'aller jusqu'au bout et d'assurer la rencontre et le passage à l'action derrière. Et par exemple, en 2015, je crois, sur la question des contrôles de police et comment faire pour que ça se passe mieux, il y a un groupe qui s'est réuni pendant 5 à 6 fois derrière le Parlement pour construire un livret de nos droits et devoirs quand on est contrôlé par la police. Et du coup, d'avoir ça sur soi, moi, en tant que jeune, ça me permet de dire, enfin, quand je dis moi en tant que jeune, c'est faux, hein, je ne suis plus jeune, mais le jeune, quand il a ça sur lui, ben, il sait un peu comment se comporter, quels sont ses droits et devoirs. Et puis, on n'est pas allé jusqu'au bout, mais on avait l'envie de diffuser aussi dans les commissariats, de pouvoir en discuter avec les forces de l'ordre, pour aussi qu'ils s'interrogent sur la façon dont ça peut se passer, les contrôles de police. Donc, voilà, tout ça pour vous dire que l'idée, c'est aussi d'aller jusqu'au bout de l'action, quoi. Jusqu'au passage à l'action, pardon. Voilà, puis peut-être du coup un dernier truc. En fait, tout à l'heure, Tom Chevalier parlait de participation institutionnelle et non institutionnelle. Et en fait, je pense que nous, on est dans la participation non institutionnelle, mais l'objectif étant d'avoir du poids sur la politique. Et il y a de la rencontre avec ceux qui sont représentants de la participation institutionnelle. Et par exemple, au premier Parlement, on a une chance extraordinaire, c'est que Christiane Taubira est venue rencontrer le groupe de 100 jeunes qui s'étaient réunis le temps d'un week-end. Elle était ministre de la Justice à l'époque. Et je voudrais juste vous dire quelques phrases qu'elle a dit à la fin de la rencontre. Je terminerai juste là-dessus. Pierre Mendès France disait que les citoyens ont un devoir de vigilance vis-à-vis des hommes politiques, des collectivités, des banques. Si les citoyens n'exercent pas de vigilance vis-à-vis des corps constitués, ceux-ci seront livrés à leurs propres faiblesses et donc exposés à toutes les tentations. Il faut bien se rendre compte que la société est très inégalitaire, l'égalité est un idéal. La réalité, c'est que des personnes peuvent entrer à l'Élysée ou au ministère de la Justice et pas vous. Elle s'adresse aux jeunes. Sauf que si je vous invite, il y en a qui veulent être entendus, expliquer leurs problèmes, défendre leurs intérêts, et d'autres non. Il faut que le citoyen ordinaire s'organise pour peser, et nous en avons besoin, car cela modifie le rapport de force. Quand on essaie de se battre à l'intérieur, de convaincre, de respecter des engagements, si la société est atone, bon, si elle ne parle pas, on vous répond, mais pourquoi tu t'épuises? Personne ne demande rien. Si par contre on entend des associations, des groupes, des tribunes, dans des journaux, la société dit ses attentes et ses exigences, et le pouvoir est obligé d'en tenir compte. Voilà. Et du coup, là, je me dis, ça fait aussi un bout de lien avec ce qui a été dit juste avant ma prise de parole. Super. Merci Fabrice. Je pense que c'était... Pardon, vas-y. Je voulais juste dire, du coup, il y a des parlements libres de jeunes. Moi, je viens de Rhône-Alpes, mais en fait, il y en a maintenant un peu partout en France.
Nouvelle-Aquitaine, Bretagne, bientôt en Occitanie, Hauts-de-France, Île-de-France. Bref, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à demander. Bonjour à tous et à toutes. Du coup, je m'appelle Pia et ça fait 3 ans que je suis dans le bureau du MRJC Haute-Saône. Donc, le MRJC, c'est un mouvement d'éducation populaire en milieu rural qui est uniquement géré par des jeunes de 18 à 30 ans. Donc, peut-être expliqué comme ça, c'est un petit peu vague, mais en gros, on organise des événements comme des cinémas en plein air, des concerts, des fêtes du court-métrage, des bals, des camps. Et en fait, c'est un réel endroit des possibles pour les jeunes. On peut créer des événements, on peut créer des projets, on concrétise nos projets en fait. Et on est accompagné par des permanents pour la mise en place des projets, pour le financement, etc. Et depuis peu, nous sommes propriétaires d'un tiers-lieu qui s'appelle la Fabrique du Monde Rural. Et c'est un lieu qui a pour but d'être pilier de l'animation des jeunes en milieu rural et on va mettre en place un café associatif, un accueil collectif de mineurs, un gîte de groupe, un jardin participatif et plein d'événements. Et le but de la fabrique et du MRJC en général, c'est de donner un espace d'expression, un espace pour faire, pour tester, pour apprendre, un espace de partage, d'entraide et d'action. Et grâce à la fabrique, on est véritablement ancré dans le territoire. Et ça nous permettra d'être plus visibles par des partenaires, des collectivités et des politiques. Et du coup, pour refaire un peu une rétrospection, je suis arrivée au MRJC par ma maman, qui est une ancienne militante du MRJC. Et j'ai fait mon premier camp à 14 ans. Et au fil du temps, en fait, on rencontre des gens, des amis, on partage des choses. Et puis ensuite, j'ai fait partie d'une équipe de jeunes. Et puis ensuite, à mes 16 ans, on m'a interpellée pour faire partie du bureau. Et du coup, ça fait 3 ans que j'y suis. Et du coup, on parlait tout à l'heure de la légitimité. Et donc, quand on rentre dans un bureau, on est censé prendre des décisions. Et la question de la légitimité dans le bureau et pendant les temps démocratiques au MRJC, justement, elle est relativement complexe parce que je pense que c'est propre à chaque personne et de prendre sa place. Mais en tout cas, moi, ça m'a aidé à prendre de l'assurance. Et finalement, en fait, vu qu'on est toujours accompagné de militants plus âgés que nous, ils nous aident à nous sentir légitimes parce que finalement, ils nous passent le témoin pour perpétuer l'action du mouvement. Et à l'inverse, avec les partenaires extérieurs, c'est vraiment plus délicat dans le sens où on a l'impression qu'un mouvement pour les jeunes, par les jeunes, ça pose un peu problème parce que peut-être que c'est pas assez cadré. Enfin, je fais que des suppositions. Et du coup, voilà, les relations qu'on entretient avec les partenaires extérieurs, c'est un peu délicat. Je pense aux partenaires financiers quand on fait quand on présente des projets pour avoir des subventions, ils peuvent se permettre de nous couper la parole alors qu'on a préparé un super speech. Et en fait, ça déstabilise les jeunes. Ou par exemple, on rencontre le maire pendant des discussions et tout. Et oui, enfin, on nous coupe la parole. Et des fois, c'est vraiment déstabilisant. Et nous, en tant que jeunes, comment est-ce que on est dans ce dialogue-là avec une personnalité politique et comment est-ce qu'on ne se grille pas parce qu'en fait, si on ne touche plus de subventions, ben, voilà, on ne vit plus. Enfin, c'est un peu rédhibitoire. Et là, il y a pas longtemps, en fait, on a rencontré une députée qui est venue avec monsieur le maire, qui s'appelle Madame Bessot-Ballot, qui est députée de Haute-Saône et qui est venue nous rencontrer dans le cadre de son travail sur l'économie sociale et solidaire et qui est venue visiter la fabrique. Et du coup, on salue l'initiative parce que ça fait plaisir de pouvoir répondre à des questionnements sur les tiers-lieux, sur la jeunesse en milieu rural. Mais c'est vrai que des fois, on ne se sent pas trop écouté parce qu'en fait, on est là, on présente un projet et puis finalement, des fois, pour caricaturer le truc, en fait, voilà, la fabrique, c'est vu comme la façade qu'on est en train de redorer du village alors que c'est plus que ça, en fait. Voilà, ça va être un endroit d'émancipation et voilà, en fait, le dialogue avec les politiques, il est coupé. Et ouais, on ne se sent pas beaucoup à l'écoute. Et des fois, ça, c'est vraiment déstabilisant. Alors que, voilà, justement, si on avait cet espace-là de dialogue, eh ben, ça pourrait être vachement plus facile.
Et puis, je pense que je vais m'arrêter là parce qu'on est un peu en retard, mais j'avais prévu de parler un petit peu du conseil municipal et de la place des jeunes dans les municipalités, mais ça fait déborder trop. Tu peux nous en parler en 1 minute si tu veux. Ok, alors je vais en parler en 1 minute. Donc, j'habite dans un village de 120 habitants et du coup, c'est un peu clivé. Et pour donner un exemple très concret, mon cousin qui est permanent à la fabrique, il s'est présenté au municipal et il a été élu. Et en fait, il est rentré au conseil et on était tellement, enfin, on n'est pas écouté. Et en fait, les élus restent sur des positions prises. En fait, c'est comme ça et ça ne doit pas être autrement. Et quand on est jeune et qu'on arrive là-dedans et qu'on se dit, bon, ok, donc tous les cadenas sont fermés, tout est fermé à double tour. Et moi, mon avis, où on en parle, est-ce qu'il y a place à la discussion? Est-ce qu'il y a place au changement, en fait? Et du coup, il a pris la décision de s'en aller. Et enfin, moi, ça me questionne sur, en fait, on a la légitimité de siéger dans ces lieux-là, mais comment est-ce qu'on fait pour donner la place aux jeunes dans ces endroits plus politiques, en fait? Et puis voilà, nous, ça nous questionne parce que voilà, il faut des gens pour perpétuer un peu l'initiative au village. Et pour le moment, c'est un peu mort et c'est un peu désespérant. Donc, voilà, pour conclure là-dessus. Je sais pas C'était pour conclure sur une note hyper positive, c'est ça? Ouais. C'est ça que tu voulais faire? Ok. Bon, il est 16h24. Bon, je pense qu'on voilà, on s'est donné 10 minutes de rab pour quand même pouvoir entendre un peu tout le monde. Et je pense que c'était important d'avoir ces trois éclairages-là très différents, c'est-à-dire à la fois Tom Chevalier qui puisse nous redonner un cadre un peu sociologique. Je pense que ça fait toujours du bien de sentir que ce que nous on vit, en fait, il y a quelque chose c'est une sociologie étudiée et on fait partie d'un ensemble un peu plus large. Voir aussi avec Aikitaz qu'il y a des espaces qui existent et qui se posent cette question-là de l'accès à la participation. Et puis aussi un témoignage de Pia qui nous parle plus de vécu et d'engagement sur son territoire. Je vous propose qu'on conclue là-dessus, sachant que c'est quand même ce sur quoi je voulais insister. Provoque, c'est un processus long. Nous, on va parler de participation jusqu'en décembre prochain, donc ça va se poursuivre. Surtout, vous pouvez garder dans un petit coin de votre tête que y a le festival Provox, normalement, on croise les doigts en juillet, le 3 juillet, et que l'ambition, ça va être de poursuivre ces réflexions et d'essayer de les transformer en propositions un peu concrètes et politiques. Et puis surtout, il y a d'autres webinaires aussi. Il y en a encore 3 qui vont se dérouler. Un sur le numérique, sur voilà, les liens entre démocratie et numérique. Il y aura un webinaire spécifique, je pense à Pia, justement ce que disait Pia, sur la place des jeunes dans les conseils d'administration des associations. Donc justement, comment en tant qu'association, on fait aussi la place aux jeunes dans les mouvements. Et puis un dernier, et ça c'est vraiment sur la note très négative de Pia sur les conseils municipaux, justement sur être jeune en politique, est-ce que c'est vraiment possible? A priori c'est compliqué en tous les cas, mais on pourra en rediscuter sur ce webinaire-là. C'est toujours un peu étrange de se quitter comme ça. On peut se faire des grands, des petits coups de la main, et puis nous, de toute façon, on vous réécrit pour pouvoir que vous puissiez prendre connaissance de ce qui s'est dit. Et puis, il y aura la petite vidéo notamment des intervenants. Vous inquiétez pas, il n'y aura pas de retransmission de vos têtes à vous, mais il y aura une retransmission de ce qui s'est dit à la fin, un petit peu sur le cadre de fin. Donc voilà, c'était super. Enfin, en tout cas, moi, je suis très satisfaite. J'ai l'impression que c'était chouette et que tout ce que vous avez dit était hyper intéressant. Donc, je vous remercie beaucoup. Et je vous invite à sortir prendre l'air. Et je vous dis à très, très bientôt. Merci à tous. Beaucoup à tous. Au revoir. Au revoir. Bye bye. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Passez une bonne soirée.